Bonjour et bienvenue dans cette troisième séance de la formation sur Blender qui vous est proposée par le RIG. Cette séance, elle se divisera en deux vidéos durant lesquelles on va préparer deux objets différents pour l'animation. Dans cette première partie, on va voir comment automatiser le mouvement d'un vélo afin de rendre son animation très simple. Donc ce qu'on va essayer d'obtenir, c'est ce setup là. Donc on a le vélo qu'on a modélisé la dernière fois et j'ai rajouté un contrôleur autour de ce vélo qui est cette courbe circle. Quand je vais déplacer ma courbe cycle sur l'axe X, j'ai les roues de mon vélo et les pédales qui vont toutes seules tourner en fonction de l'emplacement de mon vélo. On va même aller plus loin en faisant suivre un parcours à notre vélo. Je peux faire suivre le chemin à mon vélo. Et j'ai toujours les roues qui tournent quand le vélo avance. Donc pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin de la bicyclette. Vous pouvez soit reprendre la bicyclette que vous avez vous-même modélisée dans la partie 2, soit récupérer le modèle qui est sur le drive. Je conseille la deuxième option parce que si jamais vous vous êtes un peu trompé dans la modélisation, que vous avez oublié d'appliquer par exemple un scale ou une rotation, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc il vaut mieux que vous suiviez le tutoriel avec la bicyclette du drive, puis éventuellement que vous essayiez d'appliquer, de resuivre le tutoriel après sur votre bicyclette à vous. Donc dans le drive, vous avez deux dossiers, les modèles non rigués et les modèles rigués. Les modèles non rigués sont ceux qui nous intéressent. Dans le dossier modèle rigué, il y aura les fichiers Blender qu'on aura à la fin de la séance. Donc on va aller dans modèle non rigué et vous aurez juste à télécharger bicyclette.blend. Donc quand vous ouvrez le fichier .blend de la bicyclette, vous arrivez sur notre bicyclette comme on l'a laissé à la fin de la séance 2, c'est-à-dire avec encore tous les modifieurs qui ne sont pas appliqués, toutes les courbes qui sont encore en format courbe. Et nous, ça ne nous arrange pas parce qu'on va vouloir regrouper entre eux les objets qui sont soudés, encastrés. Donc notamment, on va vouloir regrouper toutes les courbes et les garde-boue ensemble, on va vouloir regrouper toutes les pièces du guidon ensemble, toutes les pièces de la roue avec chacune des roues dentées ensemble. Et ça, on peut pas le faire si on a des modifieurs ou des courbes, parce que les courbes ne peuvent pas se fusionner avec des mèches, et que les modifieurs sont soit perdus, soit appliqués aux mauvais mèches s'ils ne sont pas sur tous les éléments qu'on veut regrouper. Donc la première solution qu'on aurait, c'est d'aller sur chaque objet, le convertir en mèche, appliquer pour ceux qui en ont besoin les modifieurs. Ça prend beaucoup de temps et il y a une façon bien plus simple de le faire. Tout d'abord, on va isoler les objets sur lesquels on ne veut pas appliquer tout ça, notamment la chaîne de vélo. En effet, la chaîne de vélo, on veut pouvoir l'animer, c'est-à-dire qu'elle suive la courbe, mais si on applique le modifieur curve, le modifieur arrêt on pourrait l'appliquer, mais si on applique le modifieur curve, on n'aura plus cet effet dynamique. De même, on ne veut pas changer la courbe de la chaîne ici en mèche, parce que sinon on pourra plus utiliser ici, et donc on perdra le même effet, c'est pour la même raison. Du coup, on va sélectionner notre maillon de la chaîne, on va d'ailleurs lui appliquer le modifieur arrêt, et on va aussi sélectionner notre courbe là, et on va les cacher avec H. Hop, on se remet en vue solide. Tous les autres objets, on va vouloir les convertir en mèche ou appliquer les modifieurs. Du coup, on va tout sélectionner avec A. On va aller dans Object, Convert to. Alors, il faut que j'ai un élément actif. Du coup, je maintiens Shift. J'ai oublié de vous afficher les courbes, les touches, pardon. Donc, je maintiens Shift et je clique sur n'importe lequel des objets de la section. Donc là, j'ai un élément actif qui est en orange. Et là, je peux faire Object, Convert to, Mesh, From, Curve, Meta, Surf, Text. Donc ça, c'est la touche qu'on avait utilisée pour convertir les courbes en mesh, mais ça va aussi nous appliquer tous les modifieurs.
ce qui nous arrange bien vu que c'est ce qu'on voulait faire et qu'appliquer modifier sur tous les objets, ça peut être très long. Maintenant, quand on a appliqué les modifiers array et curve des roues, ces deux curves-là ne nous servent plus. Hop. Donc on sélectionne les deux courbes qui nous avaient servi à générer les roues et on les supprime. On va maintenant réafficher la chaîne qu'on avait cachée avec Alt H. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est joindre les pièces qui sont liées entre elles. Pourquoi? C'est tout simplement parce que ça sera beaucoup plus simple à gérer. On va pas les déplacer une par une avec les mêmes animations, c'est complètement débile. On pourrait les parenter les unes aux autres, mais comme on va jamais les déplacer les unes par rapport aux autres, là encore, c'est pas utile. Du coup, on va commencer par le cadre. Hop, on va prendre la fourche, tout ça là. Les deux pièces qui sont ici. On va prendre aussi le garde-boue arrière, la lampe arrière, avec son petit grillage. On pourrait vouloir animer la selle, mais dans le cas présent, on va pas le faire, parce que ça ne nous est pas très utile. Du coup, on va aussi prendre la plaque, les deux ressorts et la selle. On choisit notre élément actif, qui sera celui sur lequel on fusionne tout, et donc ce sera celui sur lequel on va calquer nos valeurs de transform. On prend la selle, vu que là cette transformation c'est 0, 0, 0, avec 0 de rotation et un scale de 1. On peut aussi prendre une des courbes, vu qu'à chaque fois on les a modifiées en edit mode, on n'a pas déplacé leur origine, on n'a pas changé leur rotation ni leur scale. N'importe lequel en vrai de ces outils, de ces mèches serait bon, à part le garde-boue et peut-être la lampe. Donc on choisit notre élément actif, moi je vais prendre celui-là, on fait CTRL-J, et voilà, maintenant on a notre cadre, on a notre cadre ici. Dans l'onglet objet, on va le renommer en cadre. C'est important de renommer les objets, sinon on est vite perdu. Là dans ma hiérarchie, je comprends rien de ce qui se passe. Donc vu que je fais du ménage en regroupant les objets qui vont bien entre eux, autant que je les renomme. Alors, pourquoi j'ai pas ajouté aussi le protège chaîne dans ce cadre? Si je l'ajoute, vous voyez qu'il devient un peu tout dégueulasse. C'est parce que j'ai pas l'option auto smooth qui est activée. Le problème, c'est que si je l'active, je vais avoir aussi des traits qui vont apparaître sur les courbes. Et j'ai pas envie. Du coup, la solution la plus simple, c'est de le laisser en objet séparé, mais de le parenter au cadre. Donc le lien de parenté, qu'est-ce que c'est? C'est un lien entre deux objets qui est unilatéral. Ça veut dire que là, j'ai un cube qui est le parent de ces trois sphères, qui sont donc ses enfants. Dans ma hiérarchie d'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai mon cube, et j'ai trois sphères qui sont sous mon cube. Pourquoi? Parce que là, si je déplace mes sphères une à une, elles n'ont pas d'influence sur le reste. Par contre, là, vous avez les pointillés qui vont vers le cube. Et si je déplace mon cube, que je le tourne ou que je le réduise, les sphères vont avoir une même transformation. C'est ça le lien de parenté. C'est un peu comme si j'avais fait CTRL-J, sauf que je peux avoir des données différentes pour les deux objets, notamment des modifiers. Et si par exemple, dans une animation, j'ai le cube qui se déplace et que je veux que la sphère tourne autour, si je les joins tous les deux, ça va pas être possible. Et s'ils sont dissociés, ça va être plus compliqué de faire la même animation. Donc pour défaire un lien de parenté, il suffit de sélectionner l'enfant et de faire Alt-P. On a alors deux principaux choix, Clear Parent and Clear and Keep Transformation. Clear Parent inverse, je ne l'utilise jamais. La différence entre les deux, c'est si vous déplacez l'objet parent pendant que c'est un parent de votre enfant. Donc par exemple, je le mets ici. Là, je prends mon enfant, ma sphère, je fais Alt-P. Si je fais Clear Parent, elle va retourner à l'endroit où elle était de base, avant d'être associée aux parents. Par contre, si je fais Alt-P, Clear Parent and Keep Transformation, elle reste au même endroit. Et si maintenant je veux
en refaire un lien de parenté, je sélectionne d'abord tous mes enfants, donc là mes deux sphères, puis mon parent, et je fais CTRL-P, Object. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour le garde-boue, vu qu'on veut une propriété ici d'AutoSmooth qui est différente selon le Protection et le cadre. Donc on va prendre d'abord le Protection qui sera notre enfant, on prend ensuite le cadre, et on fait CTRL-P, Object. On va cacher tout ça, et on va maintenant passer à la roue. Donc la roue, il y a plusieurs parties. Il y a d'abord les rayons, le pneu, il y a les trois roues dentées, hop, et il y a aussi le cylindre au milieu. Tac. On les relie toutes au cylindre au milieu, vu que lui, on l'avait créé centré sur la courbe, donc on est sûr que son point d'origine est bien au centre. On fait CTRL-J. Et là, on n'a pas de problème avec l'AutoSmooth. Du coup, c'est très bien comme ça. Pareil, on va la cacher. Les deux roues ici, non, cette roue là seulement, elle est liée à rien d'autre, du coup on peut la cacher directement. Hop, H. Ici, la roue elle est liée au cylindre. Du coup, on va plutôt choisir la roue comme parent, au moins le... Normalement, les deux origines elles sont alignées sur axe Y, donc ça ne devrait pas changer grand chose quand on la tournera sur axe Y. Mais bon, au moins avec cet objet comme objet actif, on est sûr d'avoir le bon point d'origine, du coup on va prendre celui-là. On fait CTRL-J et H. Au niveau des pédales, alors on l'avait déjà commencé la dernière séance, on a une seule pièce ici. On doit y fusionner cette roue, donc on prend d'abord la roue, ensuite on prend la pièce centrale des pédales et on fait CTRL-J. H. On ne fusionne pas les pédales parce que les pédales vont avoir une rotation différente de la partie qu'on a cachée, ici. Quand elle tourne, ces pédales vont tourner comme ça. D'ailleurs, les pédales ne sont alliées à rien vu qu'on avait déjà fusionné le cube et le cylindre. Et au niveau du guidon, alors on a tout qui va être lié au guidon à part la roue. Du coup, on va prendre le garde-boue, les deux courbes qui servaient à accrocher la lampe elle-même, le guidon et ce petit cylindre qui entoure le guidon qu'on avait justement choisi pour son orientation. Et comme on veut garder les transformations, donc ici l'angle de moins 17,5, on le sélectionne en dernier et on fait CTRL-J. Là pour la courbe du guidon, on va revoir le problème qu'on avait avec le Protection. Du coup, plutôt que CTRL-J, hop, on va désélectionner le guidon. Hop, on refait. Et la courbe du guidon, on va simplement la parenter avec Object. CTRL-P, Object. On sélectionne les deux, on les cache. Et on va prendre les rayons, le pneu et le cylindre du milieu. On sélectionne le cylindre du milieu en dernier pour en faire notre élément actif. Et on fait CTRL-J. On cache ça. Maintenant, il y a juste cette petite courbe que j'ai oublié d'ajouter au cadre. Donc, on raffiche tout avec Alt-H. On sélectionne notre courbe que j'ai oubliée. On prend le cadre et on fait CTRL-J. Ok, maintenant on a tous nos objets. On va juste les renommer comme j'avais fait pour le cadre. Donc, hop, ça c'est roue arrière.
Ok, du coup maintenant on a tous nos objets qui sont renommés, qui sont reliés quand ils doivent être reliés. Mais on n'a pas encore fini parce qu'il faut maintenant les parenter entre eux. En effet, quand je déplace mon cadre, je veux qu'il y ait tout le vélo qui vienne. Du coup, au niveau du guide, enfin du guidon, il faut qu'on parente la roue à notre guidon ici. CTRL P, Object. Maintenant, on a toute cette partie qui vient quand je la déplace. Et on peut d'ailleurs tout de suite vérifier que quand je la tourne sur l'axe Z local, donc j'appuie 2 fois sur Z, j'ai bien le bon axe de rotation. Ensuite, j'ai globalement toutes mes roues ici et mon pédalier qui doivent être parentés à mon cadre. Donc je sélectionne mes quatre roues dentaires en fait, ici, puis mon cadre et je fais CTRL P, Object. Maintenant quand je déplace mon cadre de vélo, j'ai presque tout qui vient avec. Il y a juste mon guidon qu'il faut que je parente à mon cadre. Les deux pédales que je dois parenter, elles, à mon pédalier. Donc maintenant, quand je déplace mon cadre, j'ai presque tout qui vient. Il reste juste la chaîne. Alors, la chaîne, si je prends juste mon objet chaîne et que je parente à mon cadre, au début, ça va marcher. Non, même pas. Même au début, ça ne marche pas. Parce que la chaîne, elle reste soumise avec le cause du modifieur. Hop, modifieur ici, curve. Elle reste soumise à sa courbe. D'ailleurs, dans l'onglet objet, je vais cocher in front, comme ça on la verra. Et quand je déplace mon cadre, comme la chaîne n'est pas liée, j'ai ces trucs bizarres qui apparaissent. Et c'est pas du tout ce que je veux. Donc, plutôt que de lier ma chaîne à mon cadre, je fais Alt P, Clear and Keep Transformation ou Clear Parent. C'est pareil ici, vu qu'on l'a pas déplacé cadre. Je vais plutôt lier ma chaîne à ma courbe et lier ma courbe à mon cadre. Donc oui, je ne l'ai pas précisé, mais vous l'avez vu avec le guidon, on peut faire des cascades de parents. Donc là, j'ai ma roue avant qui est liée à mon guidon, qui est liée à mon cadre. Et maintenant, dans ma hiérarchie, si je ne développe rien, on voit que j'ai juste mon cadre. Et en effet, si je déplace mon cadre, il y a tout qui vient avec. Pareil, si je tourne. Donc on pourrait s'arrêter là pour l'animation et juste déplacer le cadre, faire tourner les roues à la main. Sauf qu'on a des outils pour automatiser tout ça, donc on va pas s'en priver et on va les utiliser. Donc ces outils, ce sont les contraintes. Ce qui nous permet de faire, c'est d'automatiser beaucoup de choses. Par exemple, un petit système que j'ai fait avec seulement 2 contraintes, c'est je prends un cube, je le déplace, j'ai 2 roues qui tournent. C'est très facile à animer, alors que si j'avais voulu l'animer avec une animation standard, sans lien entre les objets, ça aurait été beaucoup moins réaliste et beaucoup plus long à faire. Donc ces contraintes, il y en a beaucoup, elles se trouvent dans l'onglet contraintes ici. C'est le dernier onglet bleu de l'objet. Et vous avez tout ça, on va pas du tout tout voir. On va même en voir très peu en fait. Les premières qu'on va voir, ça va être les Copy Location Rotation Scale. Donc c'est celle que j'ai utilisée notamment sur ma deuxième roue. Et j'ai renseigné InTarget, mon premier rouage, et je lui ai dit tu me copies la rotation selon l'axe Y de ce rouage et tu l'inverses. Pourquoi? Parce que si je l'inverse pas, quand je tourne mon cube, j'ai 2 roues qui s'entrecroisent, c'est pas logique. Et ça, c'est plus l'aspect physique que l'aspect animation. Au niveau du mix, il y a
très peu souvent besoin de remplacer, de changer la valeur par défaut, je veux dire. Les deux trucs qui sont encore très importants et qui sont communs à quasiment toutes les contraintes, c'est l'influence. Donc à 1, c'est effectif, à 0, c'est plus effectif. Donc si par exemple vous voulez une contrainte pendant une animation, puis au milieu de l'animation vous voulez plus la contrainte, hop, vous animez la valeur d'influence ici pour qu'elle passe de 1 à 0 à la frame suivante. Pour faire ça, ça se fait avec les keyframes, donc on verra ça à la séance numéro 4, donc la prochaine fois. Et l'autre truc super important, c'est le space. Donc le space, globalement, il y a deux possibilités. Selon les objets, il peut y en avoir plus, mais globalement, c'est world space et local space. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? World space, on va prendre les coordonnées, donc toutes les transforms en fait, de position notamment, de rotation et de scale, en partant du point d'origine du monde. Donc là où j'ai mon curseur 3D actuellement. Local space, on va partir du point d'origine du parent de l'objet. Donc là, il n'y a pas de parent, mais imaginons que mes roues étaient parentées à cet objet. Donc, et que mon objet soit tourné comme ça, elles n'auraient pas une rotation, enfin, elles auraient une rotation différente et une position différente. Pareil, si je scale, ils ont un scale différent de base en local space et en world space. Donc ça va être très important pour le vélo, vu qu'on a plein de parents dans tous les sens. Et c'est aussi pour cette raison, pour pas avoir de problème avec ça, que je vous ai dit que j'ai souvent dit de faire CTRL A rotation et CTRL A scale quand modéliser la bicyclette. Donc ça c'est copie rotation. On a aussi limite rotation location scale. Donc ça vous en doutez, c'est pour coincer la rotation entre certaines valeurs maximum et minimum. Là par exemple, hop, j'ai ma roue qui arrête de tourner quand elle atteint les valeurs max, et entre les valeurs max, elle peut se dépasser comme elle veut. Donc ça, on va pas l'utiliser nous pour le vélo, mais ça peut toujours servir pour d'autres situations. Hop, je vais essayer mon copie rotation. Et la dernière contrainte qu'on va avoir dans cette partie, donc pour le vélo, c'est la contrainte transformation. Donc c'est celle que j'ai appliquée ici. Et en fait, c'est comme un mix plus puissant de copy location, rotation and scale en même temps. Donc comment il se présente? On a ce tableau, donc on choisit une cible, ici mon cube. On choisit la source en position, rotation ou déplacement, ou redimensionnement, pardon. On ne peut pas en choisir plusieurs en même temps. Donc si on veut la position et la rotation et le scale, il faudra refaire d'autres trucs transformation. On choisit pour chaque axe les valeurs maximum et minimum. Donc là j'ai choisi 0 et 1 mètre. Et on choisit la destination. Donc moi c'est une rotation selon Y. Et je choisis que pour la position 0, ça correspond à un angle 0. Et pour une distance de 1 mètre, ça correspond à un angle de moins 40 degrés. C'est-à-dire que quand je déplace mon cube de 1 mètre vers le haut, j'ai ma roue ici qui a fait une rotation. Alors ça se voit pas vu que c'est à cause d'une contrainte. Peut-être ici, non. Tac tac tac, si je me veux en vue locale, voilà. Vous voyez l'axe X, il a été tourné vers le haut et c'est un angle d'à peu près 40 degrés. Enfin, c'est un angle d'exactement 40 degrés, mais on voit que ça correspond bien. Ça s'affiche pas dans les transforms vu que c'est pas une rotation que j'ai fait à la main. Ensuite, on a le space et l'influence. Et le dernier truc qui est important, c'est le mapping des sources. Donc là, comme je prends un déplacement sur Z et que j'en fais une rotation sur Y, il faut que je dise que dans ma source, l'axe Y est commandé, dans ma destination, pardon,
l'axe Y est commandé par l'axe Z de ma source. Pour ça, par défaut, vous allez avoir X, Y, Z. Donc là, il faut changer, pour ce que je veux faire, il faut que je change en Z. Et la dernière option qui est super importante pour faire ce qu'on va faire, c'est extrapolate. Parce que si je ne fais pas extrapolate, c'est comme si je faisais un limite, ça marchera qu'entre les valeurs que j'ai mis ici. Alors que extrapolate, ça me permet de justement extrapoler en dehors de ces valeurs. En complément des contraintes que je viens de vous présenter, on va aussi utiliser des drivers. Les drivers, ils permettent de faire à peu près la même chose que la contrainte transform, mais avec une petite différence qui est que les valeurs ici de transform de l'objet vont être changées. Donc là, j'ai un objet ici avec une contrainte, transformation comme je viens de vous montrer, et un autre objet qui n'a pas de contrainte, mais qui a place à un driver sur sa rotation X. Dans les faits, quand je déplace cet objet sur axe Y, les deux vont tourner, et c'est que quand je déplace l'objet sur axe Y. Si je déplace sur les axes X ou Z, ça change rien, si je tourne, ça change rien, et si je scale, ça change rien non plus. Là, la différence, c'est que quand je déplace mon objet, celui avec la contrainte, il aura toujours la même rotation ici, qui est de 0. Que je mette mon objet là, ou là, ça va toujours être pareil. Alors que avec mon driver, là j'ai ma rotation qui va changer. Donc là c'est moins 302, je l'avance. Si on est à 46, si je mets presque à 0, on devait être à peu près à 0. Voilà. En fait, le driver, ce que ça fait, c'est, je l'édite, c'est que ça va prendre une valeur. Donc là, c'est la position Y de mon objet cube, qui est ça. Et ça va mettre dans une variable, et ça va faire un calcul mathématique sur cette variable pour choisir le résultat qui va alors être appliqué sur la valeur pour laquelle on a choisi le driver. Donc ici, ma rotation selon X. Concrètement, comment on fait pour l'ajouter? Alors, on choisit le truc sur lequel on veut mettre le driver. Par exemple, ma position sur Z. On fait un clic droit, Add Driver. On a ce panneau qui s'ouvre. On choisit notre cible, donc l'objet. Ici, c'est l'objet cube. On choisit aussi ce qu'on veut comme valeur d'origine. Donc je vais prendre la position sur X. On peut changer, on a toutes les positions, toutes les rotations. W rotation, c'est qu'on utilise des quaternions, donc laissez ça de côté. C'est un peu compliqué à comprendre comment ça marche les quaternions. Et toutes les tailles. Ensuite, on enregistre cette valeur dans une variable qui ici s'appelle var. Là d'ailleurs j'ai un problème vu que, enfin il me dit que j'ai un problème parce que c'est mon deuxième driver et dans mon premier driver, ma variable s'appelle déjà var. Du coup, je vais plutôt l'appeler var2 et ici var2. Donc maintenant, quand je déplace mon objet sur X, comme j'ai la valeur X ici qui change, l'endroit où j'ai mis mon driver, donc la position sur Z, change aussi. L'autre avantage, enfin parce que là c'est plus une différence technique, mais c'est un vrai avantage dans certaines situations. Et l'autre avantage des drivers par rapport aux contraintes de type transformation comme celle-là, c'est qu'on n'est pas restreint. Hop, on n'est pas restreint à une seule variable. Je peux ajouter une autre variable. Il faut que je la passe en mode transform channel. Je reprends mon cube. Et là, je peux par exemple prendre sa position sur Z. Il faut que je l'appelle. Je vais l'appeler var3.
et je peux mettre plus var3. Maintenant, si je déplace sur X, ça change, et si je déplace sur Z, ça change aussi. La première chose qu'on va faire, c'est ajouter un contrôleur. Parce que là, sélectionner la bonne pièce du vélo, c'est... Encore là, pour le vélo, c'est pas trop difficile parce que la pièce est assez grande. Mais pour d'autres objets, ça peut être un peu chiant d'aller sélectionner la bonne pièce. Et de façon générale, il vaut mieux avoir des contrôleurs externes plutôt que directement lier tout notre rig au mesh. Du coup, on va créer un contrôleur. Le contrôleur, vous pouvez choisir ce que vous voulez, vu qu'il ne sera pas affiché au rendu final. Moi, j'aime bien utiliser des curve cycle. Je vais prendre ça, je vais l'agrandir pour qu'elle englobe mon vélo. Et je fais CTRL A Scale. Voilà. En termes d'orientation d'axe, je suis passé en local, vu qu'on va faire plusieurs tests de rotation pour vérifier que tout marche bien. Et en plus, ça nous permet d'afficher les bons axes si vous êtes en mode de déplacement. Donc, mon contrôleur, je vais le mettre dans une collection à part. Pour ça, je fais M, New Collection, et la collection, je l'appelle contrôleur. Hop. Je vais en profiter pour renommer ma première collection en vélo. Et je vais activer... non, ça je vais faire après. Je vais prendre mon vélo, enfin mon cadre de vélo, celui à qui tous mes objets sont parentés. Je vais ensuite sélectionner mon contrôleur et je vais à son tour le parenter au contrôleur. Donc maintenant, quand je passe au contrôleur, j'ai le vélo qui vient, pareil quand je le tourne. Ce contrôleur, je vais le renommer. Contre bicycle. Et une chose qui est importante à faire, c'est que je dois régler la collection des contrôleurs comme étant invisible au rendu. Donc ça se fait en activant le filtre appareil photo, si vous ne l'avez pas déjà. Vous pouvez aussi activer le filtre curseur de souris, donc on s'en servira quand on aura fini la préparation. Et je vais désactiver l'appareil photo au niveau de ma collection contrôleur. Là, ce que j'ai fait, ça veut dire que j'ai indiqué à Blender que tous mes objets de la collection contrôleur, je ne devrais pas les voir affichés dans le rendu. Pour rappel, l'œil, c'est-à-dire que je ne les affiche pas dans ma vue 3D. Et la flèche, c'est-à-dire que je ne peux pas les sélectionner. Donc ça, une fois qu'on aura fini d'animer notre vélo, et c'est ça que j'ai dit que je ferai plus tard, c'est que pour la collection vélo, on va empêcher la sélection. Comme ça, on aura juste à sélectionner le contrôleur et on ne risquera pas de déplacer les objets dans le vélo. Mais pour le moment, vu qu'on va devoir y accéder, on doit le laisser. Donc maintenant qu'on a notre contrôleur, on va commencer à lier les différentes parties justement au contrôleur. On va commencer avec la roue arrière. Donc pour la roue arrière, on va ajouter un driver. Donc on se met dans l'onglet de l'objet. Et nous, ce qu'on veut, c'est que quand le vélo avance sur l'axe X, on ait une rotation sur l'axe Y de la roue. Donc on va aller faire un clic droit dans l'onglet, dans la barre de la rotation Y, et on fait Add Driver. Vous avez ce petit panneau qui s'affiche. Si vous sortez la souris, il va disparaître, mais pas de souci, vous avez juste à faire clic droit, Edit Driver, et vous avez à nouveau le panneau. Si jamais vous voulez supprimer vos drivers, vous faites clic droit, Delete Driver. Par contre, faites bien attention que si vous n'en enlevez qu'un seul, il faut faire Delete Single Driver, sinon ça vous enlèvera tous les drivers de l'objet. Donc clic droit à Driver, je vais d'ailleurs afficher mes touches parce que j'ai oublié de le faire. Donc ensuite Edit Driver, on va aller renseigner notre contrôleur, donc compte bicycle, et on vient bien prendre sa position selon X.
Maintenant, si on prend notre contrôleur et qu'on le déplace sur axe X, j'ai bien un roue de vélo qui tourne et tout va bien. Le problème maintenant, c'est que si je tourne mon contrôleur de 90 degrés sur axe Z et que je déplace selon son axe X, ma roue ne tourne plus du tout. Et il faut que je le déplace sur le côté pour que ma roue tourne. Ça, c'est un problème qu'on va vouloir régler en utilisant non pas juste la position selon X, mais en gros la direction vers laquelle le vélo va aller. Pour ça, on va utiliser une formule mathématique en fait. Donc, pour avoir accès aux deux autres valeurs qu'on veut, on fait add input variable 2 fois. On va changer les deux en transform channel. Pour les deux, on va renseigner compte bicycle. Et on va choisir la position selon Y et la rotation selon Z. On va renommer toutes les variables X, Y, Z. Et dans l'expression, on va faire parenthèse cos parenthèse Z étoile X plus sin parenthèse Z parenthèse étoile Y parenthèse fermante. Et maintenant, quand je déplace mon contrôleur selon X, ça marche bien. Quand je déplace selon Y, la roue ne change pas. Mais quand je la tourne de 90 degrés, cette fois c'est bien en déplaçant selon l'axe X local de mon vélo, donc l'axe Y global, vous voyez il est vert, et pas en déplaçant latéralement que ma roue tourne. Pourquoi j'ai mis des parenthèses si vous voulez juste changer la formule d'ailleurs, vous avez juste à double-cliquer ici, enfin à cliquer simple. Pourquoi j'ai mis des parenthèses pour englober toute l'expression? C'est parce que là, ma roue de vélo, elle va un peu trop vite par rapport à mon vélo. Et encore, c'est globalement satisfaisant, mais si jamais j'ai envie de la ralentir un peu, je peux multiplier tout ça par un seul coefficient, donc étoile 0,9 par exemple. Et là, j'ai ma roue qui tourne un peu plus lentement quand j'avance. On pourrait faire la même chose pour la roue avant, mais plutôt que de s'embêter à recréer le driver avec toutes les variables, on va tout simplement copier la rotation de la roue arrière. Et pour ça, on va utiliser une contrainte. Donc, add object constraint, copy rotation. On veut la rotation selon. Alors, je prends mon contrôleur, je fais Alt R et Alt G pour le remettre au point d'origine avec la rotation d'origine. Du coup, moi, la rotation qui m'intéresse, on voit que c'est la rotation selon Y. Donc, je décoche la rotation selon X et selon Z. Et je fais bien attention à mettre en local space. Et si j'oublie pas de choisir ma target, donc ça je peux utiliser la pipette, hop, roue arrière. Maintenant quand j'avance mon vélo, j'ai bien les deux roues qui avancent, enfin qui tournent pareil. Et pareil si je tourne mon vélo. Ici, changer le world space et le local space, ça va pas changer grand chose. Mais par principe, vu qu'on utilise des objets qui sont tous les deux des objets, comment dire, enfants d'autres objets, vaut mieux utiliser local space, comme ça on est sûr qu'on n'aura pas de problème. Ensuite, on va faire la même chose pour le pédalier ici, et pour les deux roues là. Donc pour le pédalier, copy rotation, on prend la roue principale, on décoche XY, local space, pour la roue là, copie rotation,
local space, on prend la target. Et pour cette roue ici, ça va quasiment être la même chose, sauf que, vous le voyez avec la forme de la chaîne, il faut que cette roue tourne dans l'autre sens. Par rapport aux roues principales. Du coup, on va cocher invert ici. Et maintenant, si je déplace mon contrôleur, hop, sur X, voilà. J'ai bien un pédalier qui tourne dans le bon sens. Et on voit pas trop. Tac, on va rapprocher. J'ai mes deux roues qui tournent dans le bon sens. Si par exemple j'ai envie que cette roue tourne plus vite que la grande, là je suis bloqué avec ma copy rotation. À la limite, si je voulais qu'elle tourne moins vite, je pourrais diminuer l'influence, mais je ne peux pas la faire augmenter plus haut que 1. Du coup, plutôt qu'une copy rotation, je vais devoir mettre une transformation. Je vais mettre la source en rotation, la destination en rotation. Je vais pareil prendre ma roue arrière comme cible. Je clique sur Extrapolate pour ne pas me régler à la plage que je vais renseigner. Je veux bien que ce soit la rotation sur Y qui donne ma rotation sur Y. Donc, niveau des sources, c'est bon. Je me mets en local space. Et si je veux une rotation égale, ici je vais mettre 1 et ici 1. Donc ça c'est équivalent au copy rotation qu'on avait juste avant. Et du coup, si je veux que ma roue ici tourne plus vite que ma grande roue, j'ai juste à mettre par exemple 20 degrés. Donc elle tournera 20 fois plus vite là. Et évidemment, comme je veux inverser sa rotation par rapport à la roue principale, il faut que je mette un moins devant. Voilà. Donc 20 c'est un peu excessif. Ça me paraît pas mal. Et pour cette roue là, en vrai elle devrait, comme elle a le même rayon que celle-là, elle devrait tourner à la même vitesse. Du coup, plutôt que renseigner roue arrière comme target, je vais renseigner cette petite roue et cocher sur invert. Ok, du coup au niveau des rotations, la dernière chose qu'on a à faire c'est régler la rotation des pédaliers pour qu'ils soient toujours horizontaux. Parce que là, quand mon vélo avance, vu qu'ils sont parentés à mon pédalier, ils vont avoir la même rotation. Du coup, ce que je vais faire, c'est simplement copier la rotation de son parent, toujours selon l'axe Y, et l'inverser. Et il faut que je me mette en local space. Et voilà, du coup, en fait, ce que ça va faire, c'est que du point de vue global, la pédale elle va prendre la rotation de la roue moins la rotation de la roue. Vu que la rotation ici globale de mon pédalier, c'est la rotation de tous ses parents, en particulier ici le pédalier, à laquelle on ajoute la rotation de notre cible, donc ici le pédalier, mais avec un signe -1, du coup c'est comme si on annulait en fait la rotation du pédalier avec elle-même. Et on va faire pareil ici, copier rotation sur l'axe Y du pédalier dans un local space et avec invert. La dernière chose qu'il nous reste à faire en termes d'automatisation, c'est la chaîne. Donc,
la chaîne, ça va être le même problème qu'avec la roue. Si on utilise une contrainte ici, ça va marcher que si on avance le vélo sur l'axe X. Du coup, on va plutôt utiliser un driver, mais cette fois sur la position X. En effet, quand je déplace ma chaîne sur la position X avec GX, mais ma chaîne parcourt bien ma courbe, donc c'est ce que je veux voir. Je vais aller dans Location X, faire un clic droit, Add Driver, et comme pour la roue, du coup maintenant quand je déplace mon vélo sur l'axe X, j'ai bien ma chaîne qui va se déplacer avec mon vélo. Par contre, on voit que la chaîne tourne beaucoup trop vite par rapport aux roues. Du coup, c'est comme pour les roues ici, on va, hop, Edit, rajouter un petit coefficient. On va essayer avec 0.1. Donc là, on a presque complètement terminé d'automatiser notre vélo. Il nous reste juste un petit problème à régler, c'est au niveau du guidon. Donc pour tourner le guidon, ce qu'on doit faire pour le moment, c'est sélectionner cette pièce et la tourner sur son axe Z. Le problème avec ça, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est désactiver la sélection pour toute la collection vélo, y compris donc pour cette pièce. Donc il nous faut un contrôleur externe pour pouvoir tourner le vélo. Ça va être assez simple à mettre en place en fait. On va sélectionner le contrôleur principal, on va le dupliquer, hop, je vais le redimensionner pour qu'il soit plus petit, voilà. Je vais appliquer le scale vu que je viens de le redimensionner, et je vais lui donner la même rotation que mon guidon. Je réactive ma sélection, tac. Donc c'est une rotation de 0, moins 17,5, 0. Hop. Donc maintenant j'ai la même rotation entre guillemets par défaut pour mon contrôleur et mon guidon. J'ai juste à renommer mon contrôleur ici en compte guidon. Voilà. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est dire à mon vélo, enfin à mon guidon, de copier la rotation de mon contrôleur. Donc ça, vous l'avez compris, on va le faire avec une contrainte, copier rotation. Et on va vouloir garder les rotations selon X, Y et Z, vu qu'en fait, quand on va tourner notre vélo sur son axe Z, perso, c'est les trois valeurs qui vont changer. Donc la dernière chose qu'il nous reste à faire ici, c'est de renseigner la cible, compte guidon, et par mesure de précaution, on met local space. Maintenant, quand on prend le guidon et qu'on le tourne sur son axe Z, tout va bien. Donc là, on a notre guidon qui est fonctionnel. Le problème, c'est que quand on fait Alt R, on a le guidon qui se remet dans cette position là, on a l'impression qu'il est cassé, alors que nous on aimerait bien qu'il se remette dans cette position là. Aussi le problème c'est qu'il faut qu'on le tourne sur l'axe Z local, du coup là ça va parce qu'on a en coordonnée locale, mais si on a en coordonnée globale, à chaque fois il faut faire R, Z, Z, c'est un peu lourd. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par enlever la rotation de notre contrôleur, donc avec Alt R. Ensuite on va le dupliquer avec Shift D. On va le laisser à la même position. On va l'agrandir avec S. On va faire CTRL A Scale. On va le renommer en contrôleur guidon tampon.
Et on va parenter notre premier contrôleur au contrôleur qu'on vient de créer. Donc avec CTRL P, Object. Et on va prendre maintenant ce second contrôleur. On va lui mettre la rotation de moins 17,5 degrés. Et maintenant, quand on prend notre contrôleur du milieu, on fait RZ, Z, mais quand on fait Alt R, il revient bien à cette position. Si je tourne comme ça, je fais Alt R, voilà. L'autre chose que je peux faire pour régler le problème de ne pas avoir à chaque fois à faire RZZ, c'est de limiter ici la rotation sur les angles X et Y en local. Et là du coup, quand je fais R, j'ai même pas besoin de faire Z, ce sera forcément sur l'axe local Z, vu que les autres sont bloqués. Maintenant, je prends mon contrôleur principal, enfin mon tampon, et je parente à mon contrôleur de vélo principal. Hop, Object. Et effectivement, maintenant, quand je tourne mon contrôleur principal, donc là, petite erreur de ma part, dans le guidon, j'avais laissé ça en local, du coup j'avais pris une coordonnée globale et j'avais appliqué en local. Faut que j'applique les deux en global, donc world space. Et maintenant, si je déplace mon contrôleur principal, mon vélo se déplace bien et je peux tourner après mon guidon. Je peux tourner mon guidon tranquillement. Dernière petite chose, vu que ce contrôleur en soi, on ne va jamais l'utiliser, on ne va pas pouvoir tourner ni le déplacer, et qui va juste nous gêner, on va le prendre dans la hiérarchie, enlever sa sélection, et on va même le cacher. Maintenant, on peut désactiver la sélection du vélo, et il est entièrement animable juste avec ces deux contrôleurs. La dernière petite chose qu'on va ajouter, et qui là est un peu bonus, c'est faire suivre un chemin à notre vélo. Pour ça, on va ajouter une curve, Bezier ou Circle, qui sera le chemin qu'on va lui faire suivre. Moi, je vais opter pour une Bézier. Hop, je vais éditer un peu le chemin, faire des petites bosses. Voilà, ça c'est un petit chemin basique. Et ce que je veux, c'est que mon vélo, hop, il suive ce chemin. Donc, sur mon contrôleur principal, je vais appliquer une contrainte qui va être de type follow path, donc suivre le chemin. Je vais renseigner ma target, donc c'est mon chemin, la courbe que je viens de créer. Et maintenant, si je change l'offset et que je le diminue, j'ai bien mon vélo qui va suivre mon chemin. Petit problème, il reste toujours avec la même orientation. Du coup, c'est pas très bien. Il suffit de cocher pour ça follow curve. Donc maintenant, il tourne bien en fonction de la courbe, mais il ne tourne pas selon le bon axe. C'est parce que mon forward c'est axe Y. Du coup, si je le mets en local, hop, on voit bien que c'est bien l'axe Y qui va vers l'avant. Et moi, je veux que ce soit mon axe X. Donc du coup, je clique sur X. Et maintenant, j'ai bien le vélo qui va avancer hop, et suivre la courbe. Donc au niveau des valeurs de l'offset, ici 0 ça correspond au début de la courbe et moins 100 ça correspond à la fin de la courbe. Hop. Et voilà. Donc après il y a juste à animer cette valeur pour lui faire suivre le chemin que vous voulez. Dernière petite chose, donc, pour plus avoir le chemin, je mets l'influence à 0.
c'est que là, mon contrôleur il est ici, mais du coup mon vélo il est au niveau du sol, enfin il est dans le sol. Moi j'aimerais bien que les roues touchent juste le sol. Du coup, je vais réactiver la sélection de ma collection vélo. Je vais prendre mon cadre et je vais juste monter tout ça pour que les roues soient à peu près au niveau du sol. Hop, un peu dedans comme ça, on est sûr qu'il y a les touches et en plus, dans la vraie vie, les roues seraient légèrement aplaties, donc c'est pas grave que ça rentre un peu. Je peux redésactiver ma sélection. Et maintenant, si je remets mon influence, j'ai bien mon vélo qui suit la courbe comme si c'était une colline. Et voilà, c'est tout pour la première partie qui consiste à riguer un vélo. Donc dans la deuxième partie, on va voir comment riguer un humain. Et c'est quelque chose qui est assez différent dans la technique vu qu'on va utiliser un squelette et associer différentes parties du mesh à ce squelette. Alors que là, on a principalement utilisé des liens de parenté, des contraintes et des drivers.